Le podcast Comptoir.IA est fier d'être soutenu par le Microsoft GenAI Studio. C'est l'accélérateur IA de Microsoft avec des partenaires prestigieux comme Mistral, Nvidia, GitHub, Databricks, Engie. 4 mois d'accélération à Station F, des ateliers par les meilleurs experts, l'accès au tout dernier modèle d'IA, des crédits cloud. Vous avez jusqu'au 3 décembre pour poser votre candidature. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 novembre et j'ai le plaisir de recevoir Axelle Arquier sur le podcast. Fondatrice de l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Axelle, tu es très attendue sur le podcast, notamment depuis que notre ami commun Flavien m'a parlé de toi. Il m'a dit, attention, je désespérais, je disais que je ne voyais pas d'économiste qui avait une vraie vision sur l'IA générative. Je passais mon temps à dire que les économistes, ils faisaient que des prédictions sur le passé. Alors attention, je suis un peu dur et je dis ça un peu en plaisantant, mais par contre, je pense qu'ils ont un rôle essentiel aujourd'hui. Et Flavien m'a dit, attention, il y a une personne, il y a Axelle, qui pour le coup se pose ces questions et réalise par rapport à ça. Et voilà, on a échangé ensemble, c'était fantastique. Je suis super content de pouvoir aborder l'IA générative sous ton prisme. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation et puis du coup merci à Flavien aussi de t'avoir parlé de moi. Cher Axelle, donc la révolution de l'IA générative, comment est-ce que tu l'as vécu ? On est presque, et je le dis à chaque fois en ce moment, à la date anniversaire des 3 ans de ChatGPT. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années, d'après toi ? C'est quoi ton feeling ? C'est de la folie, de l'émerveillement ? Moi, de mon point de vue individuel, c'est l'émerveillement. Parce que déjà, ça a un peu révolutionné ma façon de travailler. Tu vois, au début, j'ai commencé à l'utiliser. Je me souviens, la première fois, c'était pour vérifier la traduction d'un papier en anglais, tu vois, parce que moi, j'écris pas nativement en anglais. Donc, je recollais des paragraphes et je lui disais, vas-y, reformule-le-moi, etc. Et je l'avais pas utilisé avant. Et là, dans cette phase de traduction, en fait, il se mettait à me condenser, tu vois, le paragraphe à la fin avec une phrase en plus que je lui avais pas demandé, parce que moi, je lui demandais de faire de la traduction. Ce qui est initialement, tu vois, la révolution des Transformers en 2017, c'était de la traduction. Donc, j'en étais un peu dans cet usage-là. Et je me suis dit, enfin, peut-être un peu tardivement par rapport à certains, mais après, j'ai commencé à l'utiliser plus massivement pour des tâches moins restrictives, de reformulation au sens plus conceptuel, tu vois. Je ne sais pas comment toi tu l'utilises, mais c'est vrai que ça a vraiment changé ma façon de travailler quand j'écris quelque chose en économie, en tout cas. Ouais. Moi, j'écris d'abord mes idées, tu vois, je formule mon paragraphe et tout, parce que quand je lui demande lui, je trouve ça nul. Ouais. Donc je mets moi d'abord mes idées, et ensuite je lui demande une reformulation parce que j'ai tendance à... tu vois, à partir dans des choses trop complexes, à disserter. Et lui, il me recadre, il me réagence. Et après, il fait ça. Et du coup, ce qui m'a reformulé, ça suscite une discussion entre nous, tu vois. Donc, oui, pour moi, ça a été un émerveillement total. Enfin, tu as accès à quelque chose qui te parle et qui est quand même... On va peut-être parler plus en avant de la discussion, de la notion d'intelligence, mais qui a quand même une forme d'intelligence... impressionnante, en tout cas une condensation de connaissances, quoi. Et du coup, c'est fabuleux. Donc, on a l'impression que c'est un peu toi ton collaborateur dans ce que tu décris là, d'une certaine manière. Ouais, totalement, totalement. C'est vraiment devenu... j'ai des conversations, quoi, tu vois, je pousse des concepts, et puis sur certaines choses, c'est mon prof, tu vois. Je me pose des questions en médecine, en physique, en IA, tu vois. Je me suis mise à écouter énormément de podcasts d'IA, de recherche. Non pas que je sois une chercheuse en IA, mais justement pour essayer de vraiment comprendre la techno, ce qu'il y a derrière. Et du coup, je lui pose des questions, tu vois. Je lui dis, c'est quoi cette notion en IA ? Donc, il m'explique et je dis, mais alors attends, je comprends pas comment on le relie avec ça. Et ça me fait comme un petit cours évolutif. Donc, c'est assez chouette. Personnalisé, donc ça, c'est super cool. Donc, ok, je vois ton usage et ton sentiment sur la progression en 3 ans de ces outils. La progression, elle est hyper claire. Enfin, même sans aller dans l'estimation par des benchmarks, quelque chose d'hyper standardisé. En tout cas, pour un usage individuel, on voit que il est beaucoup plus précis. Bon, il reste quand même le problème des erreurs et des hallucinations. Et ça, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre la techno derrière, tu vois, de comprendre comment ça marche, pour
savoir quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Tu vois, quand il me donne un chiffre, je vérifie. Je veux dire, par exemple, un calcul, il est mauvais. Enfin, je veux dire, maintenant, les modèles peuvent faire appel à des calculateurs externes, mais ce n'est pas le propre d'un modèle de langage de faire un calcul. Donc, maintenant, ils savent un peu le faire, mais pour ces usages-là, tu vois, je ne vais pas y aller. Mais c'est sûr que ça, en 3 ans... ça a énormément progressé, donc il y a les modèles de raisonnement, etc. Bon. Je lisais ça dans ton article, qui est extraordinaire, que je donnerai le lien. Anatomie d'une révolution industrielle cognitive qui appelle l'instauration de lignes rouges, sur Penser, c'est chouette. Et alors, il faut absolument le lire pour nos auditeurs, pour nos spectateurs. Mais tu rappelais aussi ce passage de prédire le mot suivant, next token prediction, à ensuite la chaîne de pensée, donc décomposer un problème en étapes, en sous-étapes, le raisonnement, et ensuite peut-être les world models, les GI. C'est fou cette performance, cette progression. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Après, je pense que les modèles dits de raisonnement, moi, de mon point de vue, ils ne raisonnent pas réellement. Ça reste un outil de pattern matching, c'est-à-dire qui est entraîné sur des données à en extraire certaines régularités, donc les patterns, et ensuite les ressorts. Donc, les modèles de raisonnement, il y a eu 2 innovations. La première, c'est comme tu dis, séquencer le problème en étapes pour essayer d'aller vers une forme de raisonnement qui, pour moi, n'en est pas réellement un, mais on va un peu vers ça. Et la deuxième chose, ça a été de faire des trucs nouveaux en post-training, donc après l'entraînement du modèle de langage, qui est de l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce qui est fait, en gros, c'est au lieu, t'attribues des récompenses à ton modèle, donc en post-training, qui ne sont pas seulement sur sa prévision d'un token. Tu vois, en training, c'est comme un texte à trous, il doit essayer de trouver le bon mot, etc. Et c'est un auto-supervisé, il vérifie qu'il l'a bien trouvé par lui-même. Et donc, l'apprentissage par renforcement, en fait, tu vas lui demander de prédire une séquence de tokens. Tu vois, et ensuite tu lui attribues une reward, une récompense pour lui dire t'as bien fait, t'as mal fait. Donc ça c'est aussi compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue data, mais c'est hyper intéressant parce que ça lui injecte une forme de nécessité à aller vers une ébauche de planification parce qu'il est récompensé sur sa séquence et donc ça le force à prendre en compte l'ensemble de cette séquence. Donc c'est pas encore un raisonnement en ça. Moi, je trouve que ce que dit Yann Lequin est assez pragmatique et me paraît assez intelligent, encore une fois, de mon point de vue de quelqu'un qui n'est pas chercheuse en IA. Mais effectivement, je pense qu'il y a une limite qui est quand même inhérente au fonctionnement des modèles de langage, donc les LLM, qui est qu'ils font du pattern matching dont on parlait et pas réellement une vraie optimisation, une vraie planification, comme pourraient le faire les modèles, les word models dont tu parlais. On va peut-être en reparler. Bien sûr. Alors, on voit que tu es une vraie geekette de l'IA. En tout cas, tu as approfondi le sujet, tu as creusé le sujet. C'est hyper intéressant. On verra jusqu'où ces LLM peuvent nous mener. En tout cas, aujourd'hui, c'est les seuls qu'on peut vraiment scaler. Et donc, en déployant une infrastructure massive avec des data centers, des milliards, des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Axel, juste pour revenir, donc... Tu nous as parlé de ton usage. L'outil que tu utilises au quotidien, c'est quoi ? Alors moi, j'essaie de jongler entre plusieurs modèles, donc, mais des modèles simples au sens, c'est pas des outils, c'est des outils grand public, quoi. Donc j'ai ChatGPT, Claude. Maintenant, là, depuis quelques jours, j'utilise aussi Gemini. Ah, t'es à jour depuis le week-end dernier, très bien. J'ai commencé à l'utiliser et en fait, je passe de l'un... Claude 4.5 depuis hier soir. Ouais, ça je t'avoue que j'ai pas... Opus 4.5. Ouais, j'utilise aussi pas mal via Perplexity, donc c'est souvent les modèles un peu en dessous, mais ça te permet de passer de l'un à l'autre. Tu as des comptes payants ? Alors, j'ai beaucoup eu en payant ChatGPT, Claude, je les ai vachement comparés. Et là, j'ai un compte payant Perplexity. Et puis, suivant mon usage, je me dis, ce mois-ci, je vais peut-être reprendre Claude parce que j'ai besoin de faire telle chose, ou plutôt ChatGPT parce que j'ai besoin de faire telle chose. Parce qu'ils pour moi, ils n'ont pas les mêmes forces de mon point de vue oui, d'usager, quoi.
Et j'ai vu un post de Ethan Mollick, un professeur d'université qu'on adore, que tu dois suivre aussi, avec sa newsletter extraordinaire One Useful Thing, et qui disait en effet, aujourd'hui, à Opus 4.5 Claude, Gemini 3, ChatGPT 5.1, encore aujourd'hui, il y a, comme tu viens de le dire, ils ont chacun des forces et des faiblesses. Et on arrive à les ressentir très finement sur le langage, le code, la multimodalité, pour Gemini 3 par exemple. Oui, carrément. Je crois que j'ai vu effectivement son post ce matin, si c'est celui-là dont tu parles. Et je crois qu'il disait que le meilleur pour le code, c'était Claude. Ouais. Moi, c'est vrai qu'à l'époque où il y a 2-3 mois, j'ai beaucoup codé et j'ai utilisé plus ChatGPT. Donc, je ne peux pas vraiment comparer les deux là-dessus. Par contre, en termes de fenêtre de contexte, enfin, quand tu as besoin d'un retour sur quelque chose de très long, tu vois, tu lui colles un texte avec une histoire longue et il doit suivre des personnages, des choses comme ça. Et ChatGPT, il pêche, tu vois. Il oublie les personnages, il les mélange. J'arrivais pas à avoir un retour précis. Et du coup, c'est pour ça que je me suis abonnée à Claude la première fois pour tester. Et c'était beaucoup mieux de ce point de vue-là. Tu vois, sur un retour avec un suivi vraiment de tes persos, mais ça peut être n'importe quel usage où tu as besoin d'un suivi long sur une trame, en fait. Et là, j'ai trouvé que Claude était mais vraiment bien meilleur. Alors, je suis d'accord. Je pense que... Et après, ChatGPT, tu as dans la conversation, ils ne te mettent pas de limite de token dans le chatbot. Alors que Claude, il te dit, tu arrives au bout de la conversation. Mais par contre, si tu utilises Claude Code ou via l'API, là, tu peux aller sur quelque chose de beaucoup plus long. Et en ce moment, on a des fonctionnalités où il compacte l'information pour ne plus avoir de limite de token comme ça qui se développent. Donc, ils sont super. Ouais. Non, mais tu as raison. Donc, ça, c'est super. Donc, merci Axel. Donc, on voit que tu utilises à fond l'IA générative. Bravo. Alors maintenant, parlons un tout petit peu économie. Donc, moi, je disais, je suis un peu critique ou déçu des économistes. Et je le dis de manière très simple. Sur le podcast Comptoiria, et les auditeurs, les spectateurs le savent, on essaie de proposer un peu tous les points de vue en se disant, tiens, l'IA, c'est une technologie à usage général, comme tu le dis toi très bien. C'est un impact sociétal. Donc, j'ai reçu des anthropologues, et souvent, les anthropologues, par exemple, ils vont me donner une meilleure analyse que les économistes qui soit se mouillent pas trop, soit ça va trop vite pour eux, soit ils n'ont pas eu le temps de poncer le sujet, d'être comme toi, tu as pu le faire. Et c'est quoi ta vision, toi, sur ce que proposent les économistes aujourd'hui ? Et tu vois, il y a Philippe Aghion, qui a eu le prix Nobel. On parle souvent de Daron Acemoglu, qui a eu le prix Nobel peut-être l'année dernière. Bon, c'est sympa, mais c'est pas. Je me dis pas, tiens, c'est là-dessus qu'on va imaginer une nouvelle société ou une nouvelle économie demain. Alors, je pense que pour répondre à ta critique un peu globale, structurelle, je pense qu'il y a quelque chose dans l'organisation de la profession qui fait que tu n'es pas incité à formuler une analyse qui soit prospective et qui soit très globale. Parce que ton métier, quand tu es chercheur en économie, c'est de faire des publications académiques. Les publications académiques, elles sont très utiles, mais c'est vraiment des choses spécialisées sur un point de vue donné. Et je pense que l'IA et l'IA générative, qui va, oui, je pense, changer le monde tel qu'on le connaît, on a besoin d'une approche qui soit plus celle qui se prête à la publication d'un livre, à une pensée un peu globale, générale, qui ne cadre pas dans les papiers de recherche académique. Donc, je pense qu'effectivement, tu as une limitation qui est inhérente aux incitations que les économistes ont. Après, moi, je trouve que Acemoglu, je ne sais pas si tu as lu son dernier bouquin. Pas tout. Ouais, c'est Power and Progress. Ouais, d'accord, c'est merci. Hyper intéressant sur comment il conceptualise la technologie, en fait, comme un vecteur politique. C'est-à-dire que tu as des gagnants et tu as des perdants. Et qu'en fait, il revient à la révolution industrielle pour montrer comment, dans la première phase, les innovations ne faisaient que remplacer du travail et du coup, les gens se sont appauvris. Tu vois, parce que tu as un discours ambiant qui est l'IA, c'est génial, il va y avoir des gains de productivité, tout le monde va y gagner. C'est sûr qu'il faut y réfléchir en termes de productivité, mais c'est un peu le prisme unique de la plupart des économistes. Et l'intérêt d'Acemoglu, je trouve, c'est qu'il élargit la discussion à
Ok, il va y avoir des gains de productivité que lui estime assez bas, d'ailleurs, on pourra en reparler. Ouais. Mais c'est une croissance pour qui, en fait? Parce qu'il y a la question, je pense qu'on va l'aborder aussi, de la redistribution. Et c'est là où tu as une dimension de repenser un monde où tu vas pouvoir redistribuer une richesse qui risque potentiellement d'être ultra concentrée. D'accord, donc c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il parlait de ça à ce niveau-là. Ouais. Donc il parle de Dans la son livre. redistribution déjà. Ouais, en fait, il analyse, c'est vraiment historique la Ouais, première ouais. partie, il analyse comment les technologies Ouais. ont redistribué le pouvoir, en fait. Et ça, donc historiquement, ça a été compliqué, ça a été Ouais. long. On est passé, et ça tu le sais mieux que moi, et ça nous intéresse, notamment sur la première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, l'électricité. Ouais. Ça a mis du temps à avoir en fait des effets bénéfiques au niveau de Monsieur Tout le Monde de la société, non? Bah ouais, complètement. Alors déjà, il y a la première chose qui est les technologies à usage général, comme tu le disais en intro, elles mettent toujours du temps à se matérialiser, donc ça c'est sûr. Et après, pour bénéficier dans le passé à la personne moyenne dans la distribution des revenus, ça met du temps. Donc, dans la première phase de la révolution industrielle, donc c'était en Grande-Bretagne, donc tu avais vachement de technologies d'automatisation exclusivement. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. À l'époque, c'était les tisserands. Et les gens qui ont eu des nouveaux métiers de l'époque, c'était des ouvriers. Ok, il y avait un travail des enfants qui était énorme. Il le rappelle dans son ouvrage. Moi, je n'avais pas réalisé, mais tu avais des enfants de 5 ans, de 8 ans qui travaillaient à la mine. Tu sais, qui ouvraient les petites portes. C'était un travail, ça. Donc, c'était un nouveau métier. Donc, tu as des économistes qui vont nous dire « Ah, super, il y a un nouveau métier qui a émergé. » Ouais, d'accord, c'est un enfant de 8 ans qui est dans une mine et qui ouvre une porte dans un couloir, en fait. Donc, tu as eu toute cette première phase où tu as eu une baisse des conditions de travail, des revenus. Mais en revenant un peu moins loin dans le temps, tu as eu dans les années 90, tu vois, tout ce qui est robotique industrielle, traitement de texte, année tout ça, 90, 2000, 2010. Donc là, toujours assez Moglou, mais là c'est dans un papier de recherche, il montre qu'en fait, tu as les hommes donc américains qui étaient peu diplômés, genre qui ont que diplôme, pas université justement, du lycée, et ben eux, ils se sont appauvris, mais pas seulement en termes relatifs, mais en termes absolus. C'est-à-dire que leur revenu a baissé concrètement. Ils peuvent acheter moins de trucs que dans le passé. Sur les emplois de bureau qui ont été automatisés avec les traitements de texte et tout, là, je crois que c'est plus un appauvrissement relatif, c'est-à-dire par rapport aux autres et pas absolu. Mais c'est quand même important de rappeler que tu as eu cet appauvrissement, quoi. C'est une phase d'appauvrissement qui suit en fait l'innovation avant qu'elle se diffuse, en gros, c'est ça. Et même, ouais, c'est-à-dire que si tu regardes le revenu moyen, là, si on prend la dernière vague 90-2000, le revenu moyen aux États-Unis, il a augmenté. Mais tu as des gens, des personnes qui se sont appauvries. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place l'innovation en France et tout, pas du tout. Mais que tu as toujours des gens qui perdent. Dans tout changement, en fait, tu as des gens qui perdent. Et en fait, les économistes, et pour le coup, je trouve que c'est une responsabilité qui est grave, ont tendance à toujours minimiser ces coûts parce qu'ils te disent oui, ok, il y a quelques gens qui s'appauvrissent, mais in fine, tout le monde y gagne, tu vois. Sauf qu'en fait, on voit que les perdants, on n'arrive jamais à les compenser. Et qu'en fait, politiquement, ça crée quand même, ça a des conséquences territoriales, des montées de l'extrême droite, ce qui est quand même, moi, personnellement, je pense pas bon pour l'économie. Au-delà de la question morale, qui évidemment, voilà. Donc, tout ça est assez inquiétant, tu vois, sur la phase de transition, même si on imagine qu'in fine, ça enrichisse tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Dans le sens de l'histoire, la flèche va de l'avant, peut-être très positive, mais il peut y avoir quand même de la casse, des personnes oubliées, des personnes dans des grandes situations de difficulté. Ok, ça je le comprends. Mais après, l'autre sujet, c'est que je pense que c'est important aussi de faire des scénarios. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais d'imaginer un progrès, par exemple, de l'IA, que ce soit sur les LLM ou sur d'autres technologies, les world models, etc., qui se continuent, qui se perpétuent sur les prochaines années. Quand on voit l'ampleur des investissements qui sont en tout cas prévus, c'est une possibilité. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'au niveau économique et au niveau politique, autour de nous, des scénarios qui nous disent
bah, tu vois, on a une IA qui est capable de faire 80% des jobs humains, du service, par exemple. Ces scénarios, ils sont pas... D'ici 2 ans, par exemple, ce scénario-là, personne n'en parle. Ouais. Et alors toi, toi cher Axel, c'est quelque chose que tu fais bien et ton observatoire le décrit clairement et bravo, parce que peut-être que tu peux avoir un peu le rôle d'une Cassandre par rapport à ça, mais je pense que c'est essentiel de se préparer. Euh, donc, l'observatoire des emplois menacés et émergents, c'est se dire aussi, bah, il est possible que d'ici quelques années, il y ait des, comme le dirait Elon Musk, un tsunami supersonique qui emporte tout sur son passage. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de raisonner en scénario. Et c'est d'ailleurs ce que je propose effectivement avec l'Observatoire. Donc, j'ai construit des scénarios technologiques en disant, là, on est dans la phase 1, quelle est la proba qu'on passe en phase 2, quelle dimension technique. Et on construit ça avec la COFAS. On va avoir une étude qui sort en février sur l'impact des emplois au niveau international. Mais donc, cette phase de construction de scénario, elle est hyper importante. Et d'essayer de le décomposer en technique. Tu vois, les dimensions techniques, tu as la mémoire, les raisonnements, quelles chaînes de raisonnement sont capables de faire, l'autonomie, etc. Et ensuite, relier ça au métier. Donc, si tu as telle rupture technologique sur la mémoire, quel est l'impact sur les métiers? Donc, essayer de se préparer. Donc, effectivement, comme tu le dis, tu as un peu le rôle du corbeau, quoi, quand tu dis il va y avoir un choc sur le marché du travail, ce qui est ce que moi je pense. Après, est-ce que le solde sera positif parce que tu vas avoir des nouveaux métiers qui vont émerger? On va en rediscuter. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, je pense, et que les économistes, pour moi, minimisent, c'est qu'il va y avoir un choc sur le marché du travail. Il faut en parler, ça c'est sûr, plutôt que ça nous arrive d'un coup sur la tête, alors qu'on est en train de parler de notre budget qu'on n'arrive pas à valider ou de nos retraites, et que tout ça peut être très fortement impacté. Surtout à une heure où, c'est génial ce que tu fais donc avec la COFAS, mais donc dans ton papier, tu parlais d'une étude d'OpenAI que j'avais vue, c'est évalué sur 1300 missions professionnelles issues de 44 métiers différents. Ces modèles approcheraient de la qualité du travail d'experts, moyennant des temps d'exécution 100 fois inférieurs et donc un coût moindre bien inférieur. Donc en plus, on a une réalité sur des jobs, des occupations, des activités qui peuvent être réalisées par l'IA aujourd'hui. Ouais, ça, et peut-être qu'on peut parler ici, Axel, si ça te va aussi. Je sais que tu sais bien faire cette distinction entre le job et la liste de tâches, grosso modo. Oui, alors en gros, ça c'est l'approche des économistes depuis 20 ans, 25 ans. Je crois que le premier papier, c'était en 2003, sur quand tu veux prévoir l'impact d'une technologie, qu'est-ce que tu fais? Tu décomposes un métier en tâches. Alors, il va y avoir des critiques, un métier est plus que la somme de ses tâches, ok. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu automatises les tâches essentielles d'un métier, le métier, en tout cas, va fondre en effectif. Donc, c'est comme ça qu'on procède. On dit un peu, c'est une fois que la majorité des tâches, peut-être au-delà de 50% des tâches d'un métier sont automatisées, automatisables, le métier saute, disparaît. Ouais, alors après, il y a peut-être une discontinuité parce que tu as peut-être des métiers où la tâche essentielle, si elle est automatisée, ton métier perd sa raison d'être. Je sais pas. Je veux pas pointer un métier du doigt, mais où du coup, moi, je pourrais faire ce métier parce que si c'est un LLM qui le fait, du coup, l'expert n'a plus vraiment de valeur ajoutée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'approche la plus facile, même si elle est critiquable. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder pour chaque tâche, dans chaque scénario, quelle est la probabilité suivant la technologie, LLM seul, IA agentique avec telle performance technique, etc. Quelle est la probabilité que ce soit automatisable? Alors après, l'approche dont tu parlais de... Donc ça, tu travailles là-dessus en ce moment? Ouais, je fais ça. C'est super, parce que on espère qu'on sera moins surpris, parce qu'on s'est pris une petite claque derrière la tête tous, en se disant tiens, c'est les cols bleus qui vont être automatisés. Finalement, on s'est aperçu que c'était les cols blancs, en tout cas, qui étaient les plus menacés par l'IA. Ouais. Donc maintenant, c'est sur ces métiers-là, essayer d'avoir la vision la plus précise sur ceux qui vont être challengés ou remplacés. Ouais, carrément. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à partir de tâches qui sont assez complexes, j'extrais une action élémentaire.
tu vois, un verbe, un COD, un élément contextuel. Comme ça, de mon point de vue, c'est transparent, parce que tu as plein de méthodes qui procèdent en demandant à un LLM, qu'est-ce que tu penses que cette tâche qui est assez compliquée, comment est-ce qu'elle est automatisable ou pas? Donc, ta réponse, elle n'est pas stable, et deux, c'est complètement obscur. Donc, moi, mon système de notation à l'Observatoire permet de tracer à partir de ces actions élémentaires. Donc ça, c'est l'intérêt. Et effectivement, la grosse nouveauté avec l'IA générative, c'est que accès au langage, comme on a dit, et deux, ça, on avait ça déjà avec le machine learning avant, mais tu as une gestion de l'incertitude. Mais ces deux composantes combinées, une IA qui s'empare du langage et qui est capable de gérer une forme d'incertitude, t'imagines l'ouverture du champ de tâches qui peuvent être automatisées. Donc, il y a encore des limites techniques, etc. Mais là, les activités cognitives, comme tu dis, des cols blancs, sont très menacées. Et des activités cognitives à plus forte valeur ajoutée parce qu'elles demandent une forme de gestion de l'incertitude. C'est pas un truc que tu peux juste automatiser avec des règles codifiables, si A alors B, etc. Je trouve ça... je suis ravi qu'on en soit là dans le podcast. Parce que justement, tu vois, j'ai entendu, moi, la première personne que j'ai entendu parler de ça, c'était Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui a donc un super podcast qui s'appelle Possible. Et il parlait vraiment très souvent de cette révolution industrielle cognitive. Ah, ok. Et tu vois, le concept m'intéressait, me parlait, mais je me disais, mais est-ce que ça marche vraiment ? Et en lisant un petit peu ton papier, justement, ça m'a éclairé par rapport à ça. Révolution industrielle cognitive, dans le sens où on est capable d'automatiser des tâches intellectuelles. Ouais. Tout comme on a, avec la révolution industrielle, automatisé des processus, des processus physiques avec l'arrivée des machines. On peut vraiment faire cette comparaison, quoi, en fait. Moi, ça me paraît pertinent de la faire. En tout cas, avant, on a automatisé la force physique. Avec les traitements de texte, on a... Ce qui nous a apporté énormément de valeur en tant que société, d'automatiser cette force physique. C'est grâce à ça aussi qu'on a des vacances qu'on produit, qu'on n'a plus des enfants dont tu parlais qui travaillent dans les champs, par exemple, etc. Et là, maintenant, les tâches intellectuelles. Ouais, alors il y a des gens qui parlent d'une automatisation du raisonnement. Moi, comme je te le disais, je pense que pour le moment, on n'a pas un véritable raisonnement de ces modèles. Par contre, elles automatisent des tâches qui, pour nous, demandent un raisonnement. Tu vois, peu importe en réalité si elles raisonnent ou pas à l'heure actuelle, elles automatisent des choses qui, un salarié humain, exige un raisonnement. Donc, c'est un raccourci, mais dire que ça automatise un raisonnement n'est pas faux. En tout cas, ça automatise des tâches cognitives. Et donc, ça va être des nouvelles catégories socio-professionnelles qui vont être touchées. Et là, on rejoint un peu ce que tu évoquais sur les finances publiques, parce que moi, je trouve ça quand même intéressant que les politiques ne se préoccupent pas plus de ça, parce qu'imagine le jour où les métiers CSP+, enfin bien rémunérés vont être touchés, tu as une baisse de recettes, parce que tu ne peux plus prélever sur leur salaire, et tu as une indemnisation grâce au système d'indemnisation de chômage. Donc, tu as fait un effet ciseau violent sur tes finances publiques. Et ça, je veux dire, c'est un enjeu à court terme, en fait. Complètement. Et c'est quand même étonnant qu'on ne voit ça que sous le prisme de la productivité, qui, encore une fois, est essentielle pour la croissance, blablabla, tout ça, on connaît le discours, mais qu'on ne réfléchisse pas au pendant de « Ah, mince, en fait, si on automatise ces tâches cognitives, des métiers bien rémunérés vont être touchés à... » quid des finances publiques à court terme, sans parler encore du... Imaginez le monde de demain dont on parlait. C'est ça que les politiques, par essence, c'est difficile de faire avec des échéances électorales. Mais là, c'est un truc de court terme, quoi. Moi, tu vois, je suis surpris tous les jours par ce que sont capables de faire ces modèles dans des professions du tertiaire, donc sur du service. Tu vois, par exemple, sur un métier de conseil, sur l'organisation d'une entreprise. Moi, c'est un peu une de mes petites spécialités, quoi, tu vois, ou un des trucs que j'adore faire, mais c'est challenger Claude, en l'occurrence, avec les dashboards interactifs. Je ne sais pas si tu n'as pas fait ça. Alors là, c'est vraiment un petit mot-clé, une recette secrète que je te donne et que je rappelle à nos auditeurs. Donc, demander à Claude de réaliser un dashboard interactif. Et en fait, il va te faire une présentation visuelle extraordinaire, tu vois, par rapport à un sujet où il peut rechercher de l'information, tu peux lui donner une grande quantité d'infos. Et en vrai, ce dashboard, tu vas avoir un truc magnifique qui
peut être à peu près l'équivalent de ce que te ferait, tu vois, une mission de conseil en stratégie de plusieurs semaines, facturée avec des TJM, des taux journaliers à franchement quelques milliers d'euros. Et tu peux avoir ça en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Et à chaque fois, moi, je regarde ça et je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Et comme tu le dis, il y a une forme d'intelligence ou d'analyse là-dedans qui est incroyable. Alors, par contre, ce rapport ne sert à rien s'il n'est pas activé, s'il n'y a pas quelqu'un pour dire, oui, je connais le business et je vais prendre une décision en fonction de ça. Mais ce qui est certain, c'est que sur la création de ce rapport, les hypothèses posées, les questions qu'il peut y avoir dedans, c'est quelque chose qui coûtait des dizaines de milliers d'euros auparavant. Et tu vois, c'est fou d'être capable de produire ça aujourd'hui. Ouais, c'est hyper impressionnant et ça interroge, là tu parlais du métier du conseil, c'est un métier où on peut se demander quel va être l'impact. Et effectivement, tu vois, récemment, McKinsey a annoncé déployer 12 000 agents. Donc là, c'est la question de l'IA agentique, tu vois, comment ils vont réussir à réorganiser un cabinet de conseil ou un cabinet d'avocats, réorganiser leur processus de production de rapports de conseil pour intégrer ces outils. Parce que comme tu le dis, pour le moment, on peut avoir un output fabuleux, mais on a encore, en l'état actuel des technologies, besoin d'un human in the loop, tu vois, qui check, qui dit oui, c'est pertinent, c'est pas pertinent. Donc en fait, les entreprises, les cabinets de conseil compris, vont devoir se réorganiser dans le sens, revoir leur processus de production et surtout un truc hyper stratégique, c'est réfléchir à quel moment tu as un humain qui intervient dans le process pour vérifier l'output de l'IA et essayer d'agencer les choses. Mais c'est là où les effets sur l'emploi, tu vois, par exemple, si on pense au conseil, l'exemple dont tu parlais, ça va mettre un peu de temps. Parce qu'en fait, cette réorganisation, si tu déploies McKinsey 12 000 agents, mais que tu n'as pas changé tes process, ça peut être un désastre si tu licencies tout le monde en même temps, tu vois. Donc, ça risque d'être progressif, je pense. Mais effectivement, c'est hyper impressionnant, la capacité d'analyse conceptuelle. Après, il y a toujours les problèmes d'excès hors distribution, tu vois, dès qu'ils sont confrontés, ces modèles, à des choses qu'ils n'ont pas vues dans leurs données d'entraînement, les problèmes nouveaux, tu as une forme de collapse quand même. Enfin, ils ne sont pas vraiment capables, ils sont mauvais sur les benchmarks, genre ARC, AGI, de Cholet, tout ça. On voit les limites. Ce qu'ils n'ont pas vu, ou l'accès même à de la donnée propriétaire aujourd'hui, de la donnée privée qu'ils ne vont pas avoir. Ouais, en fait... ces benchmarks qui essaient de voir quand tu les confrontes à des choses, des problèmes nouveaux, tu vois, comme si toi, tu as appris au lycée, je sais pas, tu as appris en cours des problèmes de maths, on te donne un problème de maths que tu n'as jamais vu qui est très différent à l'examen, tu es censé y arriver parce que tu as appris à raisonner. Bon, quand on applique un peu ce genre de choses, sur les maths, ils y arrivent pas mal, mais des problèmes totalement nouveaux, ils sont pas très bons, tu vois. Donc, heureusement, tu as encore une forme de... heureusement pour nous, une forme de limite. Ça et les erreurs et hallucinations qui nous protègent, entre guillemets, et outre le temps organisationnel qui va freiner les choses, tu as ces limites techniques qui vont faire que, comme tu le disais, personne n'en parle vraiment de façon très structurée pour le moment, qui vont nous laisser un peu de temps, j'espère, pour nous organiser, tu vois. Non, tu as raison. Et donc, c'est vrai qu'on a un Français, François Cholet, qui fait ce test ArcAGI, qui est un énorme benchmark de l'intelligence un peu ultime des modèles. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'avais déjà citée ici, où il s'inspire de Piaget, et pour parler de l'intelligence, en disant l'intelligence, il le dit en anglais, c'est what you use when you don't know what to do. Et en effet, c'est dans une situation nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Et ces modèles aujourd'hui, ils sont bons sur la mémorisation, sur la généralisation et sur une idée nouvelle. On n'y est peut-être pas encore. Ce que dit Fei Fei Li aussi, la grande prêtresse, la marraine de l'IA, comme on l'appelle, elle te dit, tu peux donner toutes les informations du monde aujourd'hui à des LLM sur toutes les informations sur le ciel, les étoiles, tout ce qu'on a, ils vont pas t'inventer la physique newtonienne. Ouais. Et il y a donc des limites encore. Exactement, la généralisation, il pêche beaucoup. Et
Heureusement, pour le moment, on va dire. Bien Et sûr. en fait, et même en l'état actuel, avec ces limites-là, ça permet d'accélérer la science de façon énorme. Donc, Bien sûr. c'est déjà fantastique. Mais il manque encore enfin, c'est ce que Yann Lequin décrit, en fait. Bien C'est sûr, bien sûr. au-delà de l'interaction avec le monde physique, c'est-à-dire que cette capacité à appréhender un problème de façon, en formulant des objectifs, en optimisant, etc., face à une situation nouvelle, pour le moment, Mmh. un LLM fait pas, enfin, c'est pas la technologie comme il dit, probablement enfin, il n'est pas le seul à dire ça, hein, Bien mais qui sûr. peut y mener, tu vois. Évidemment. Axel, petite question, pour revenir aux sources. L'économie, moi, je considère que ça je suis je décris l'économie alors que je suis pas économiste, donc c'est facile. Mais on peut se dire qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé énormément tant que ça depuis 200 ans. Alors, il y a eu plein de travaux et tout ça, depuis Adam Smith. Ma question, c'est se dire, l'IA, c'est quoi? Adam Smith, si on y revient, c'était le travail, le capital. Mhm. Et d'ailleurs, c'était à une époque, à l'époque de la première révolution industrielle. Donc, il s'est posé ces questions. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut peut-être se reposer les questions de manière fondamentale au Ouais. niveau économique sur l'IA, c'est quoi? C'est du travail, c'est du capital, c'est les deux. C'est quand même quelque chose qui peut changer complètement notre équation économique, quoi. Ouais. Bah, écoute, l'IA, c'est du capital, moi je dirais par essence, enfin, c'est-à-dire que c'est une technologie. Après, la question, c'est quel va être son impact sur la demande de travail. Donc, parce que parfois, tu as des technologies donc, qui sont du capital qui Mhm. automatisent exclusivement. Ouais, Donc là, ça baisse ta demande de travail. Exemple, la ouais, première révolution industrielle avec nos tisserands là, qui bien disparaissent. sûr. Euh, mais tu as d'autres formes de développement technologique, donc du capital, qui augmentent le travail. C'est tous les chantres de l'innovation insistent beaucoup là-dessus, en disant on va créer plus de capital et ça va avoir des complémentarités avec le travail qui fait que la demande de travail va augmenter. Mm. Donc pour répondre à ta question, c'est du capital de mon point de vue. Oui. En revanche, la question fondamentale, c'est celle que tu poses, c'est est-ce que ça va juste automatiser, donc baisser la demande de travail, ou est-ce qu'il va y avoir une augmentation du travail supplémentaire Mhm. pour qu'on n'ait pas une baisse d'emploi au niveau macro? Ça, c'est la question Ouais, éternelle. Hein. Je pense bien sûr. qu'on continue à se poser, mais tu as pas mal d'économistes qui ont l'air de penser que automatiquement, ça va augmenter le travail et que tout va bien. Il y aura une complémentarité avec ces nouveaux métiers, on ne sait pas trop lesquels, qui vont émerger Ouais. et tout ira bien. En revanche, je pense qu'il faut imaginer, comme tu dis, revenir aux fondamentaux, imaginer les deux hypothèses. Et c'est-à-dire Mm. que qu'est-ce qu'on fait si en fait l'IA est une Oui. technologie qui a une nature nouvelle? Parce que quand on pense aux innovations du passé, en fait, ok, personne ne pouvait prévoir les métiers qui allaient émerger, ça on comprend bien, data scientist on l'aurait pas imaginé, ok, on peut être humble là-dessus. En revanche, on voyait, je pense à l'époque, les limites. C'est-à-dire qu'un chemin de fer, tu vois la limite, ça t'amène d'un point A à un point B. Internet, tu vois la limite, Ouais. c'est une technologie à laquelle tu fais appel pour faire une recherche. On peut faire ça avec toutes les innovations. En revanche, je trouve avec l'IA générative et même si c'est pas un véritable raisonnement pour le moment, on voit un peu moins la limite, sauf si Ouais. on va sur cette notion de problème hors distribution sur lesquels ils pêchent qu'on a évoqué. Mais sinon, tu as un côté où, en fait, si la technologie continue à évoluer et à être capable de raisonner, mais qu'est-ce qui va rester, en fait, à l'humain? Parce que la force Bien physique, sûr. elle est dépassée. Il reste l'agilité. Oui. Donc, effectivement, l'agilité, on voit bien, les robots ne sont pas suffisamment agiles pour faire plein de métiers. Et il nous reste l'intellect. Si cette technologie progresse sur l'intellect, ou même si elle est mise à l'échelle en technologie existante, déjà, choc majeur, mais si elle continue à progresser sur l'intellect, on voit pas trop la limite. Donc, appliquer simplement le truc du passé en disant oh, ça a toujours marché, ça marche jusqu'au jour où ça marche plus, en fait. Bien Et c'est sûr. là où, oui, il faut, comme tu dis, ok, on regarde le passé, on en tire Hmm. des enseignements, on se calme en regardant le passé, mais parfois, tu as des ruptures, Hmm. en fait. Et tu peux pas penser, moi, ce que j'aime bien dire, c'est si tu pensais la révolution industrielle, Ouais. tu vois, tu es en 1800 et tu fais des régressions sur les données agricoles de 1750, tu vas pas comprendre grand-chose Ah de la bah c'est révolution clair. industrielle. Ah bah Et c'est là, c'est sûr. ce qu'on fait. Ah c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, je voyais alors dans The Economist des chiffres là-dessus. Tu vois, c'était de se dire,
la croissance de la production mondiale avant la révolution industrielle, elle était de, je sais pas, mais inférieur à 0,1%, 0,01%. C'était de la quasi-stagnation sur les 700 années avant 1750. Hein. Donc la régression dont tu parles, qu'on connaît, ça ne marchait pas du tout. Bah, ça nous aurait rien dit. Donc, si on avait fait simplement ça, on aurait fonctionné quelque part comme un LLM qui regarde que ses données d'entraînement et qui ne peut pas inventer quelque chose de réellement nouveau. Donc, on se serait dit, il n'y a pas eu de croissance pendant des milliards d'années, donc il n'y en aura jamais. Donc là, je trouve que c'est un peu le même genre de raisonnement. Évidemment, il faut regarder l'histoire, pas le mettre à la poubelle, mais se dire, il y a des choses qui peuvent changer. Et c'est ça que les économistes ne sont pas incités à faire. Et moi, ça ne m'étonne pas que les sociologues et les anthropologues soient plus incités à penser un monde nouveau, un monde de demain, parce que ce n'est pas une question de genre, de personne, c'est une question d'organisation d'une profession. Et je pense que l'organisation de la profession d'économiste ne te reward pas à faire ça, quoi. Des prédictions sur les données passées. Mais j'adore ce que tu m'as dit là sur la révolution industrielle et avant jusqu'à la révolution agricole, ce passage entre deux mondes. Parce que donc pareil, donc dans The Economist, j'ai vu récemment, tu avais des thèses qui te disaient qu'est-ce qui se passe si dans les années qui viennent, grâce à l'IA, on a en fait des taux de croissance annuels double digit à 2 chiffres, 10%, 20% de croissance par an. C'est ce que te défendent aussi un petit peu, tu vois, les personnes qui sont aux manettes de l'IA. Dario Amodei d'Anthropic, Sam Altman. En tout cas, Dario, il a été il a bien parlé de ça. Il parle du siècle compressé. On pourrait faire peut-être l'équivalent de 100 ans de progrès technologique en 10 ans. Et ça pourrait amener une croissance incroyable. En effet, si on change complètement de paradigme, pourquoi pas, quoi. Ouais, alors eux, ils ont un intérêt quand même. Ils sont biaisés, on est d'accord. Ils sont biaisés. Il y a une prophétie autoréalisatrice. Ils vendent leur sauce, évidemment. Ils vendent leur labo de recherche. Mais ils sont aux manettes quand même. Ce que les économistes ne sont pas, ce que moi je ne suis pas. Claude 4.5 Opus est sorti hier. Dario Amodei d'Anthropic, il a certainement Claude 5.5 en ce moment. C'est clair. Oui, non, c'est sûr qu'ils ont des informations qu'on n'a pas, parce qu'ils utilisent, comme tu dis, des modèles que nous n'avons pas, donc ils ont une preview de ce qui peut arriver. Après, comme ils ont cette incitation à enfler les choses, c'est difficile de leur faire totalement confiance. Après, si on réfléchit un peu en termes logiques, tu vois, et qu'on se dit, en fait, sur la connaissance, sur la science, ça peut... Et ça a déjà, tu vois, AlphaFold et les protéines, c'est l'exemple classique. Bon, ok, très bien. Mais ça montre quand même. Il nous aurait fallu 200 000 ans pour faire ce repliement de protéines. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est un truc de fou, en fait. Et quand tu imagines ça à une échelle, à l'échelle d'une économie, en fait, tu peux effectivement imaginer que ça va accélérer la croissance, après avec les contraintes matérielles, environnementales, tout ça qu'on connaît. Mais tu as un potentiel de croissance qui est énorme. Mais après, c'est les mesures varient tellement, tu vois, parce que c'est des estimations, c'est de la prospective. Tu as Acemoglu, que je te dis, moi, je trouve super sur plein de choses. Lui, il a une estimation hyper restrictive. C'est genre, je crois, 1,6% de croissance sur 10 ans, tu sais, jusqu'à 2034. 1,5% de croissance en plus par an, c'est ça? Non, pas par an, en cumulé. En cumulé, ouais. Alors après, tu as McKinsey qui te dit 7%. Tu vois, je ne savais pas si c'était un truc additionnel par an. Moi aussi, je me suis posé la même question. Ah ouais, 1,6%. Mais je me suis posé la même question et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être par an. Et en fait... De ce que j'ai compris, je ne veux pas induire les gens en erreur, mais c'est en cumulé. Et par an, en croissance de productivité, par an, pour le coup, c'est 0,05, tu vois. Donc, c'est cohérent avec le fait que c'est 1,6% potentiellement du PIB sur 10 ans. Donc, tu vois, voilà, lui, il voit ça très bas. Après, il y a quand même la contrainte qu'on disait de l'organisation, tu vois. Il y a un potentiel énorme, mais par exemple, le potentiel de l'électricité était énorme. Oui. Tu vois, là, ça a un sens de se référer à l'histoire, ce que fait Acemoglu. Et ça a mis 40 ans avant de se retrouver dans les chiffres de productivité, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'électricité, sans la chaîne de montage,
Bah, ça n'avait pas eu un impact énorme. Il a fallu que les usines se réorganisent et de la même façon, il va falloir que les activités cognitives, type ce dont on parlait, cabinet de conseil, se réorganisent profondément pour qu'on voit l'impact. Donc même si pendant 4-5 ans, on ne voit pas un impact fou sur la croissance, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en avoir un à plus long terme. On en est peut-être donc au moment de la machine à vapeur, l'invention de l'électricité. Et en fait, on en serait à ce moment-là avec l'IA sans savoir ce que ça va nous apporter derrière. Ouais. Quoi. Et le gros des bénéfices, la croissance, arrive de tout ce qui est permis grâce à ces inventions. Ouais. Avec l'IA, ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, on parle même de découverte plus que d'une invention. Mais ouais, d'accord. Tu me parlais de ça aussi par rapport plus récent avec Solo, l'économiste, et sur la productivité dans les années 80-90 avec l'informatique, non ? Ouais, c'est ça. Bah, le paradoxe de Solo, c'était de dire, nous, c'était la révolution de ce qu'à l'époque, on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, en fait, Solo... Les fameuses NTIC voilà, c'est à ça. l'époque. Voilà. Carrément. Ouais. Les plus vieux qui nous écoutent s'en souviendront. Oui. Ouais. Et donc, il disait, en fait, les ordinateurs, parce que c'était véhiculé par les ordinateurs sont partout, sauf dans les chiffres. Ouais. Donc, et ça, c'est pareil, c'est comme l'électricité, c'est qu'en réalité, ça a mis du temps à se matérialiser. Au début, il n'y avait pas de gain de productivité mesurable avec ça, un peu comme ce qu'on a en ce moment avec l'IA. Ouais, c'est ça a mis du temps parce que ça demande pareil, tu vois, tu as les ordinateurs, Internet qui arrivent, en fait, il faut, à l'époque, il y avait aussi ce qu'il n'y a pas avec l'IA, mais tu avais une contrainte d'équipement. Bien sûr. Tu vois, là, nous, on est tous équipés pour avoir l'IA. Donc déjà, ça va, je pense, accélérer les choses, de la diffusion matérielle. Il suffit d'un smartphone, donc de l'équipement mondial incroyable, en effet. Oui, c'est ça. Après, sur l'IA agentique, là, il y a peut-être plus de problèmes techniques, tu vois. Oui. Il faut la brancher dans l'entreprise. Ouais, et puis tu as des histoires de protocoles entre agents, tu as quand même des choses techniques qui ne sont pas forcément des équipements matériels, mais tu as un ralentissement. Mais ça pourrait aller plus vite que les ordinateurs. Mais alors, sur le point positif, en tout cas, et pour monsieur tout le monde, ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est avant, il fallait quand même... déjà un équipement informatique, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, ce qui a mis quelques dizaines d'années à être généralisé. Et ensuite, tu avais un excellent exemple aussi, Axel, sur les sténodactylos. Donc, la prise en main de ces sténodactylos, ça a mis quelques années aussi. Oui, alors effectivement, donc là, il y a des emplois qui ont été détruits avec les traitements de texte, mais ça a mis du temps à se matérialiser parce qu'il y avait cette contrainte d'équipement. Ça a mis 10 ans, 20 ans. Là, ça pourrait aller plus vite. Là, ça peut aller beaucoup plus vite à ce niveau-là. Pour le côté équipement. Après, il y a la réorganisation. Après, entreprise, je suis d'accord, ça peut prendre plus de temps. Mais oui, ça peut mettre du temps à se matérialiser comme les ordinateurs, mais à mon avis, on est un peu plus rapide. Donc, ça peut arriver beaucoup plus rapidement. On va voir. Axel, alors, reparlons un petit peu si tu veux bien, donc des jobs de l'emploi. Aujourd'hui aussi, ce qu'on voit, on parle beaucoup de entry-level jobs. C'est donc les jobs juniors. Ouais. On a l'impression que c'est un petit peu eux qui vont trinquer en premier. Ouais. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Donc, tu nous parlais tout à l'heure, on a parlé un petit peu des tâches, du travail que tu fais avec la COFAS. Essayons peut-être de se dire, tiens, qui sont les jobs un peu les plus exposés, les jeunes ? Est-ce qu'il y a des jobs qui sont très protégés aussi, par exemple ? Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger ? Alors, ça fait beaucoup de responsabilités. Non. Alors, mais oui, on va en parler. Justement, on est là pour imaginer des choses. On va en parler parce qu'il faut aussi être optimiste et puis donner des pistes de solutions, non pas que toi ou moi on les ait. Mais... Donc, sur les emplois juniors, donc là, c'est un peu plus qu'un sentiment, c'est-à-dire que tu as quand même 2 études américaines qui montrent, donc Harvard et Stanford, tu vois, c'est pas des rigolos, qui montrent, eux, ils ont des données récentes. Nous, on n'a pas vraiment en France, pour
petit aparté sur les données françaises, administratives que je connais. Non, mais il y a un laps de temps. Donc, les études sur données françaises ne peuvent pas réellement nous parler de ce qui est en train de se passer. D'accord. Bref, ces études américaines montrent que dans les entreprises qui adoptent effectivement l'IA de façon structurée, c'est-à-dire qu'elles ont recruté un job de AI engineer ou je ne sais pas quoi, architecte IA, enfin, tu vois, un truc comme ça identifiable, et bien ces entreprises, elles ralentissent. Elles l'ont mis sur LinkedIn. Elles l'ont mis sur LinkedIn. Comme ça, on peut les flaguer, d'accord. C'est exactement comme ça, tu as tout compris. Donc, du coup, on sait qu'elles adoptent l'IA. Et bien, ces entreprises, elles ralentissent l'embauche des juniors. Et la deuxième étude, c'est sur les professions les plus vulnérables à l'IA selon un indice. Voilà. Et là, tu as aussi un ralentissement de l'embauche des juniors. Donc, c'est un peu plus qu'un sentiment. Donc, ces études ne parlent pas forcément de causalité. Il peut se passer plein de choses, blablabla. Bon, ça donne quand même un signal assez alarmant. Sur la France, encore une fois, on n'a pas de données suffisantes pour établir exactement les mêmes choses. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que tu as l'étude, tu sais, sur l'insertion des diplômés des grandes écoles, qui est sortie en juin, là, c'est un truc annuel. Et ben, tu vois une baisse du taux d'emploi de ces gens, donc qui sortent de Polytechnique, je sais pas quoi, enfin, tu vois, des grandes écoles où tu te dis, ils sont pas censés avoir du mal à trouver des emplois. Et ben, tu as une baisse du taux d'emploi de 5 ou 6 points. Wow. Donc, c'est quand même assez massif. Alors après, est-ce que c'est que l'IA ? On ne sait pas. Simplement, quand tu regardes le reste de la population, le taux de chômage général, il n'a pas augmenté. Donc, ça veut dire qu'eux ont une dégradation relative de leurs conditions d'emploi que la majorité des gens n'ont pas. Comme ce sont ceux qu'on peut imaginer plus remplaçables par l'IA parce que c'est des tâches cognitives qui peuvent être effectuées par un LLM. Il n'y a pas que les diplômés de grande école qui ont des tâches cognitives. Par exemple, un plombier, c'est ultra cognitif, plein de problèmes à gérer. Mais le plombier, on n'a pas encore la robotique qui va avec. Ouais. Donc, pour le moment, c'est ces tâches-là qui sont intermédiées par un ordinateur, on va dire, que font beaucoup de diplômés de grande école. Et on voit cette baisse de taux d'emploi. Autre chiffre, là, récent sur les États-Unis, qui sont sortis il y a 3-4 jours. Là, le BLS, qui fournit les statistiques américaines d'emploi, est sorti de son shutdown pour nous donner un petit chiffre. Et on voit que le taux de chômage des diplômés, donc collège, quoi, enfin université, eh ben, leur taux de chômage a augmenté. Alors que, pareil, la population générale n'a pas augmenté. Donc, pareil, tu te dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ces jeunes, parce que quand tu es une entreprise, que tu n'as pas encore réorganisé tous tes process, que tu as juste intégré... Que tu es un peu dans un contexte d'incertitude aussi, notamment avec ces changements. Ouais, tu ne sais pas si ça va être mature, donc tu as peut-être créé un petit agent vite fait comme ça, mais tu n'as pas revu le truc en profondeur. Tu te dis quoi ? Tu te dis, je ne vais pas embaucher de juniors, parce que c'est des tâches qui sont plus faciles à automatiser, ça demande moins d'expérience humaine, etc. Et tu prends moins de risques que si tu te mets à licencier des postes seniors où après tu dois réembaucher derrière. Donc c'est logique que dans une première phase, ce soit ceux qui soient les plus touchés. Après, je pense que c'est une première phase. Je ne pense pas que ça veuille dire que les métiers plus seniors soient... immunisés. Protégés. Ils n'ont pas le totem pour être tranquilles, tu vois. Allons-y un peu sur Koh-Lanta. Donc, exactement, c'est pas parce que tu es senior que tu as ton immunité, ton totem. En tout cas, il y a un risque, je pense. Pas forcément pour très longtemps. Enfin, j'espère pas, en fait. Moi, j'espère que tout va bien se passer, comme le dit Aguillon, j'espère. Mais je pense qu'on a une responsabilité à dire peut-être pas. Et le fait que ce soit que les jeunes, je ne suis pas sûre qu'à terme, ce soit le cas. Donc après, ta question, c'était quels métiers sont protégés ? Donc, toujours pareil, si on réfléchit en scénario, il faudrait le faire par scénario. Disons, dans un scénario à moyen terme, je pense que tu as quand même tous les métiers qui sont dans l'interaction humaine, qui vont être protégés par les préférences. Mais c'est pareil, c'est une question de préférence, elles peuvent évoluer. Tu vois, il y a plein de gens... On en parle souvent du made by human ou, par exemple, une personne âgée pour s'en occuper, ou un nourrisson, une infirmière, une aide à domicile. Exactement. On préfère comme ça que ce soit un humain. Les gens en moyenne préfèrent. Moi, je préfère un médecin IA. Mais voilà, c'est une question de préférence. Et en moyenne, effectivement, les gens préfèrent. Et puis, tu as quand même des métiers... on parle aussi de ChatGPT en psy, mais tu as quand même pas mal de choses dans le métier de psychologue, des choses qui se réparent dans la relation humaine. Donc, ces métiers-là, je pense, sont quand même préservés. Après, tu as tout ce qui est métier manuel. Je pense qu'on va aborder la robotique. Et les métiers qui demandent
une adaptation cognitive, quoi, du style le plombier, tu vois, au-delà du côté robot, hein, mais juste le fait que, du fait qu'il pourrait être remplacé par un robot, je veux dire, ça demande une complexité au sens de l'improvisation. Tu vois, il est confronté sans cesse à des problèmes nouveaux. Et ça, tu as plein de métiers comme ça. Et on revient à la limite techno dont on parlait sur l'incapacité à généraliser, à traiter les problèmes nouveaux. Donc, tous les métiers qui demandent vraiment une improvisation hors contexte, tu vois, à des choses toujours nouvelles. Ça, je pense que c'est protégé. Donc, ce que je te donne, c'est pas une recette magique, c'est plus une caractéristique. Bien sûr. Et après, au sein d'un même métier... Non, mais ton improvisation, je l'entends très bien. Je pense que c'est une très bonne réponse. Alors, les plombiers, moi, j'en ai eu récemment. J'ai eu que des mauvaises expériences. Mais tu sais que j'ai lu aussi, cher Axel, que les plombiers utilisent ChatGPT comme des bourrins, comme des dingues, en mode visuel et tout ça. Et je m'y attendais pas du tout, parce qu'on parle tout le temps le plombier, il est protégé par rapport à l'avocat et tout ça. Et en fait, les plombiers et les électriciens en situation, ils sont en permanence apparemment avec ChatGPT. Alors du coup, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas d'hybridation. Et, tu vois, peut-être que du coup, il y a pas encore assez d'improvisation dans ces métiers-là. Hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une caractéristique qui peut un peu te protéger. Bien sûr. Mais c'est hyper intéressant que des métiers l'utilisent comme ça. Mais je pense qu'en fait, tu peux faire un début... Alors, c'est pas de l'improvisation, tu vois, mais autant le tuto YouTube, il va être trop normé, aride, et si t'as pas exactement la même machine à laver, qu'elle n'est pas au même endroit, ça va pas marcher. Déjà, l'IA générative, elle va te donner une solution... personnalisé par rapport à ton problème, par rapport au tuto. Complètement. Enfin, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que l'avantage de l'IA, c'est que ça permet une gestion d'incertitude. Donc, ça permet une forme d'improvisation par essence. Simplement, je pense qu'il y a une limite sur la variabilité de contexte et les contextes nouveaux hors données d'entraînement. Mais par essence, tu as raison, ça permet cette gestion de l'incertitude. Mais ce qui va être, à mon avis, très, très remplacé, c'est tous les métiers qui demandent une complexité verticale, tu vois, au sens de profondeur. Je ne sais pas, avocat, économiste, hein, tu vois, des choses qui demandent des connaissances. En fait, là, tu te fais, à mon avis, on risque de se faire un peu toucher. Est-ce que là, on en arrive aussi un peu sur ton taylorisme cognitif? Alors, c'est pas ma notion. C'est Carbonel. C'est Carbonel. Ouais. C'est Carbonel. Oui, c'est un sociologue. Alors lui, il parle de taylorisme augmenté. Juan Sebastián Carbonel. Ouais. Le taylorisme augmenté. Augmenté. Moi, je parle de taylorisme cognitif. Lui, il parle de taylorisme augmenté. Mais j'ai pris ces notions grâce à son travail que je vous recommande. Donc lui, ce qu'il dit, donc c'est intéressant parce que c'est plus l'approche qualitative du travail. Tu vois, jusqu'à présent, on était plus dans des considérations de nombre d'emplois finalement. Et lui il dit ces technologies, en fait, ça va peut-être permettre de démembrer le travail cognitif. Tu vois, comme un ouvrier à la chaîne, on a fractionné une tâche. Avant, un artisan construisait une table de A à Z. Maintenant, tu as un ouvrier à la chaîne qui intervient, enfin qui peut être très spécialisé, mais qui intervient sur des plus petites tâches dans certains contextes. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir l'émergence du même phénomène, donc un démembrement des activités cognitives, par exemple pour un économiste, un avocat, un consultant, où en fait les tâches à forte valeur ajoutée qui vont être je sais pas, je vais parler pour un économiste d'avoir une idée, de faire une revue de littérature, d'écrire un code, tu vois. Faire ta recherche d'informations. Bon, avec la limite des hallucinations qui sont problématiques, mais bon, voilà. Et que du coup, toi, tu vas te transformer en vérificateur. Tu vois un peu ce que tu disais là, ce truc magique où ça te fait un truc qui semble un niveau de rapport de conseil de McKinsey, génial, tu vois. Donc, ça te le fait. Et toi, tu dois vérifier que l'output, il est correct. Donc, les humains pourraient se transformer, tu vois, en vérificateurs des outputs de l'IA. Le souci, c'est qu'on pourrait du coup avoir une dégradation de la qualité du travail parce que tu t'arrives à un moment dans le process pour vérifier, mais tu n'as plus l'autonomie.
Ouais. On peut plus t'encadrer, tu Bien vois. sûr. On te dit, tu dois vérifier 200 outputs par semaine, je sais pas quoi, et tu perds la maîtrise de ton œuvre, comme un artisan qui construit plus sa chaise, mais qui devient juste à mettre un boulot à un endroit, tu vois. Cette image est un peu inquiétante, mais quelque chose comme ça, où ton consultant, au Tu lieu de... deviens un validateur, quoi. Oh, exactement, validateur, c'est le bon mot, ouais. Il y a il y a un risque d'appauvrissement Il y par aurait, rapport à ça qui est potentiellement, fort. ouais. Ouais, ça c'est, écoute, ça fait un petit peu peur de voir ça aussi. Euh, Parlons maintenant un petit peu, si tu veux, je te propose de parler cher Axel, de robotique. La robotique, parce que on n'en parle pas beaucoup, pas suffisamment, encore une fois. Je pense que c'est essentiel d'avoir de la robotique en France, en Europe, peut-être de réindustrialiser sur ces sujets, parce que les robots, ça peut venir beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense, vu que maintenant, en plus, ils ont quand même un cerveau avec cette intelligence artificielle. Ouais, exactement. Donc, tu as cette possibilité, enfin qui existe en réalité, hein, mais de robotique augmentée mais même par un LLM. Ça permet déjà, comme on l'a dit, une gestion d'incertitude. Donc ça veut dire, de la même façon que les activités cognitives, tu aurais un robot qui est pas seulement cantonné à effectuer des tâches répétitives un peu codifiables, mais qui pourrait réaliser des tâches qui demandent plus d'improvisation, etc. Donc, du coup, plus de remplacement de métiers. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même pré-IA génératif, c'est des choses qui sont déjà vachement utilisées. Tu vois, la vision par ordinateur, par exemple, dans l'industrie du textile, de l'habillement, tu as déjà vachement de reconnaissance des défauts, où tu as des taux de détection des petites imperfections qui sont supérieurs par IA. Donc là, c'est vision par ordinateur, c'est pas IA générative, mais tu as plein de choses comme ça. Tu as dans les usines de semi-conducteurs, avec tous les composants, tu sais, qui sont très sujets à la contamination humaine. En Chine, tu n'as que des robots. Bien sûr. Tu as raison. Et on parle aussi de c'est les dark factories, les usines sans lumière, parce que les robots n'ont pas besoin de lumière pour fonctionner. Bienvenue dans iRobot, Gattaca, dans des scénarios qui font peur, qui sont des réalités en plus. Bien sûr. Donc effectivement, l'avancement de la robotique, surtout quand tu vas avoir un gain en termes d'agilité. Tu vois, on parlait toujours du plombier, mais je veux dire, ça peut être le coiffeur, tu vois. Là, un coiffeur qui risque de me planter les ciseaux dans la joue, c'est pas génial. Mais si tu as une forme d'agilité et couplée avec, comme tu dis, ces cerveaux de LLM, pourquoi pas à terme. Je pense que ça va mettre plus de temps parce que pour le coup, tu as des énormes contraintes d'équipement et environnementales à construire tous ces robots. Mais ces métiers sont plus préservés, c'est clair. Mais à terme, pourquoi pas? Donc on va voir ça. Pour info, donc il y a Nano Banana Pro qui est sorti aussi il y a 72 heures, le nouveau modèle d'image de Google. Et j'ai fait une application qui s'appelle Comptoir Banana. Et donc j'invite tous les utilisateurs à essayer avec une application que j'ai appelée Banana Ciseaux. Et donc tu verras Axel si tu es prête à le faire. Tu mets juste une photo et ça te fait plein de coupes de cheveux différentes. Et franchement, c'est assez réussi. En vrai, moi, tu te dirais, quand je vois les photos de moi, je me dis, ça pourrait être moi, tu vois. Alors, t'entends avec une coupe étonnante, mais tu fais plus la distinction. Donc, allez essayer Banana Ciseaux sur comptoirbanana.com pour vous faire une coupe de cheveux. Axel, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que... alors, une question par contre, sur laquelle je veux t'interroger absolument, pardon. On parle de bulle de l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA? Est-ce qu'on est dans un changement d'économie? C'est quoi ton feeling? Alors, déjà, je te recommande aux auditeurs la lecture d'un papier récent de la COFAS sur les data centers, où il montre, il essaie d'analyser, Aurélien Dutoit, il s'appelle, les investissements dans ces centres de données. Et les estimations sur les vrais besoins varient de 80%. Donc, il est très possible qu'on ait un investissement en surcapacité. Donc ça, c'est la première chose sur un peu l'envolée là-dessus. Est-ce qu'on est dans une bulle?
on commence à penser qu'effectivement, c'est possible. Donc et là, toi, en tant qu'économiste, tu connais un peu les bulles. Enfin, il y avait la ouais, bulle de la je tulipe, connais. la bulle de la tulipe, la bulle du chemin de fer, la Ouais, bulle carrément. de l'Internet. Et ben oui, bah, c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est qu'en réalité, quand tu as eu des développements de nouvelles infrastructures, et on peut considérer que l'IA c'est une infrastructure, comme tu le dis souvent dans ce podcast, tu as quasiment à chaque fois eu des bulles, tu vois. Bah, chemin de fer, tu as eu la Railway Mania, donc ça veut dire qu'on surconstruit des chemins de fer, ça explose la bulle, et en fait, tu as une forme de comme si ces bulles étaient nécessaires aux investissements des infrastructures. Donc, on est peut-être réellement dans une bulle d'un point de vue conceptuel, enfin, au sens où c'est validé par une analyse un peu conceptuelle, parce que peut-être qu'en fait, pour avoir un développement d'une infrastructure à chaque fois dans l'histoire, on a eu besoin d'une bulle pour driver suffisamment de capitaux. Donc, moi, je ne suis pas économiste financière, mais il semble y avoir des signaux. Il y a un truc qui est assez inquiétant, c'est qu'en fait, les bulles en soi, quand c'est limité à un secteur, c'est pas si grave, ça éclate. Bon, c'est pas si grave, il y a des gens qui sont au chômage. Mais je veux dire, ça se généralise pas à l'économie. Là où ça se généralise à l'économie, c'est quand, dans son ensemble, c'est quand les bulles sont financées par de la dette. Et jusqu'à présent, on disait, il n'y a pas de souci, parce que dans l'IA, c'est financement sur capitaux propres, tout va bien. Récemment, donc Quand c'est pas du 2025... financement circulaire Ouais, quasiment, bah alors là, bah ouais, qu'on a vu avec complètement. Nvidia, OpenAI et Mais tout à la ça, limite, mais s'ils oui, restent oui, entre oui, eux, oui, tu bien vois, sûr. bon, Oui, oui, là, ça limite en c'est effet, ça, ils restent entre eux. ça limite l'impact, en effet, tout à La fait. contagion, en La fait. contagion, voilà. Et là, tu as une émergence un amorce de s'appuyer plus sur de la dette. Tu as notamment un instrument qui était super présent pendant la crise de 2008 qui s'appelle SPV, Special Purpose Vehicle. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est par exemple, Meta crée un centre de données en Louisiane. Pour le financer, il crée ce SPV. Donc, c'est un truc hors bilan. Ouais. C'est ce truc-là, ce SPV qui s'endette pour financer le centre de données. Donc, la dette apparaît pas sur le bilan de Meta. Et le SPV est déconnecté, mais il prend de la dette. Ouais. Et donc, quand tu commences à voir apparaître ce type de financement à grande échelle avec de la dette, là, on peut craindre une contagion plus grande parce que du coup, la banque ou les fonds d'investissement, enfin, peu importe, le système financier qui a prêté à ces SPV, ils peuvent, s'ils ont trop prêté, se retrouver mal. Et là, tu as des réactions en chaîne. Et quand le système financier est touché, les autres secteurs sont touchés. On a vécu la crise de 2008. Bien enfin, je ne sais pas sûr, quel âge tu avais à bien l'époque, mais sûr. on l'a vécu pour les plus vieux J'adore d'entre Axel. nous. J'adore ce que tu nous dis. Donc, tu parles du data center Hyperion, qui doit être livré pour Meta en 2030, qui fait quand même la taille de Manhattan. Donc, c'est colossal. Et après, tu as raison, parce que ça me fait penser aussi évidemment à Michael Burry, qui avait justement shorté cette crise, cette bulle de 2008 sur les CDO, toutes ces dettes un petit peu pourries. Et il est revenu, là, tu sais, il y a quelques semaines, en disant qu'il voulait shorter l'IA, c'est ce qu'il a fait. C'est pas bon signe. En disant, en fait, tu sais que lui, son point principal, c'est sur les délais d'amortissement des data centers et des semi-conducteurs qui sont dedans. Et il dit que c'est comptabilisé sur une trop longue période, parce qu'il dit qu'au bout d'un certain temps, en fait, ces semi-conducteurs, ces GPU Nvidia, ils seront dépassés, quoi, grosso modo. Et qu'il y aurait, tu vois, là-dessus un petit bug. Mais donc, ok, je comprends ce que tu nous dis par rapport à ça. Merci beaucoup, Axel. Est-ce que tu as, toi aujourd'hui, donc tu vois des scénarios de l'IA, tu as plusieurs scénarios en tête, celui que tu privilégies, c'est lequel Bah, là, je pense qu'à court terme, on va avoir quand même Enfin, il y a une émergence de l'IA agentique, pour le moment. Tu as une étude McKinsey récente, ça reste un balbutiement, mais ça va se passer. Et ça, moi, mon scénario, c'est que ça va avoir un impact quand même fort sur le marché du travail. Tu vois, les LLM seuls, où chacun l'utilise dans son coin, l'impact, il reste quand même limité. Mais cette phase 2, là, que j'appelle phase 2 de l'IA agentique un peu en maturation, là, je pense que ça va avoir un impact fort. Alors après, si tu parlais de développement technologique, quel est mon scénario? Aussi, moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je pense que la rupture technologique qui serait massive, enfin, ce serait un truc sur la mémoire déjà, tu vois, ces systèmes, ils ont
Donc, dans l'IA agentique, tu as une mémoire un peu externe qui est assurée par un orchestrateur, tu vois, quand tu fais appel à un truc externe. Mais c'est pas une vraie mémoire épisodique au sens d'un humain, tu vois. Mais si on a un breakthrough là-dessus, bien sûr. Là, ça peut être assez important. Donc ça, je ne peux pas t'estimer des probabilités, mais tu as ça qui risque d'arriver. Tu as une progression sur le raisonnement, sur la capacité à gérer des chaînes de plus en plus longues. Bien sûr. Et ça, pareil, ça devient de plus en plus massif. Après, on a le scénario hypothétique de l'AGI. Bon, là... AGI, sur des points positifs aussi pour notre entretien, un petit peu, c'est au niveau AGI, découverte scientifique, ça peut nous amener très loin tout ça aussi. Ouais, mais déjà, je pense qu'en fait, en termes de découverte scientifique, sans parler d'AGI, déjà avec ce qu'on a, enfin tu vois, on a déjà parlé d'AlphaFold, mais il y a plein d'autres inventions de matériaux, de machins. Déjà, je pense que les progrès scientifiques vont être stupéfiants. Tu vois, il y a déjà des IA, mais je veux dire, même avant l'IA générative, qui inventent des nouveaux antibiotiques, des choses comme ça. Donc, sans même parler de ce basculement. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, ce que je te disais au début du podcast, d'un point de vue individuel, je trouve ça magnifique ce qui se passe. Ça parlait d'émerveillement, tout à fait. Ouais, c'est plus au niveau sociétal. Si tu as un vrai problème sur le marché du travail, où là, c'est ce qui est possible. Bien sûr. Là, il y a des inquiétudes. Mais sinon, d'un point de vue utilisatrice et retombées scientifiques, c'est assez fou, quoi. Au niveau scientifique, je pense que ça va être fou aussi. Tu vois, Elon Musk te dit, en tout cas sur les fusées SpaceX, genre, la vision, c'est un peu, c'est incroyable d'en être arrivé là, tu vois, sans IA, quoi, entre guillemets, pour nous assister. Et je trouve, tu vois, not bad for human chimps, enfin, pour des singes, quoi, tu vois, entre guillemets. Et tu te dis, bah oui, avec l'informatique plus l'IA, c'est sûr qu'on peut avoir, ça peut démultiplier nos possibilités, la précision de tout ce qu'on peut faire. Ouais, d'ailleurs, tu as un modèle de Philippe Agnon dont on parlait, où tu as cette singularité technologique, c'est l'IA qui améliore elle-même la science, la connaissance. Et là, tu te retrouves dans, ça c'est pas Philippe Agnon qui en parle, mais des boucles de rétroaction d'intelligence. Passionnant. Ouais, où là, effectivement, innovation, croissance. Voilà. Après, il y a la question de la croissance pour qui qu'on a évoquée, mais oui. Axel, merci beaucoup. Dernière question. Un livre, un film de science-fiction, un jeu vidéo à nous recommander? Alors, je n'ai pas de film vraiment de science-fiction. J'ai une vieille série que j'aimais beaucoup, Battlestar Galactica, que je recommande. Et plus récent, Alien, c'était sympa. Et avec cette idée d'un gouvernement mondial qui est devenu en fait découpé entre différentes sociétés, quoi, des entreprises. Tu vois, dans une société, dans un monde où justement les technologies sont devenues tellement concentrationnaires que le monde est découpé entre ces grandes firmes, ces grands conglomérats qui se répartissent le territoire et qui gouvernent. Et il n'y a plus de gouvernement politique au sens où on l'entend. Et je trouve ça intéressant. Très intéressant, cette vision conglomérat d'Alien, tu as raison. On a aussi dans Robocop, notamment. Et c'est vrai qu'avec des entreprises qui ont tellement de puissance, si elles peuvent remplacer potentiellement une grande partie de l'économie, c'est une question qui peut se poser. Je pense merci de nous reparler des conglomérats, c'est super, je pense que c'est une notion importante. Axel, merci beaucoup. Bravo pour ce que tu fais avec l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Allez tous lire, pendant les vacances de Noël, l'anatomie d'une révolution industrielle cognitive qui appelle l'instauration de ligne rouge. Super papier d'Axel. Moi, j'ai trouvé ça génial. Merci de nous avoir partagé tout ça avec autant de franchise, d'honnêteté. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Axel. Merci, Nicolas. Et on fera peut-être un point dans quelques mois pour voir comment tout ça a évolué, justement. Donc, merci, Axel, et à bientôt. À bientôt. Félicitations. Vous êtes arrivé au bout de ce podcast. Pour toutes les startups françaises de l'IA générative, vous avez jusqu'au 3 décembre pour candidater au Microsoft GenAI Studio 3e édition. J'aurai le plaisir de recevoir l'un d'entre vous lors d'un épisode exceptionnel Comptoir IA dans les prochains mois. Vous trouverez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Merci et à bientôt.